Bonsoir à tous. Nous allons donc ce soir poursuivre notre étude des hominines pliopléistocènes d'Afrique et après avoir vu les formes les plus anciennes, nous allons aujourd'hui examiner les australopithèques et on va commencer par les australopithèques d'Afrique de l'Est. Alors j'ai intitulé ce cours « Les australopithèques d'Est en Ouest ». Peut-être j'aurais dû dire plutôt d'Est dans le centre de l'Afrique, puisque vous verrez qu'il n'y en a qu'un seul qui ait été découvert en dehors du rift est-africain et de l'Afrique du Sud que nous verrons la semaine prochaine. Donc il s'agit de formes qui sont les formes qui succèdent donc aux hominines les plus anciens, Sahelanthropus, Aurorine, Ardipithecus, que nous avons déjà vu. Et donc, ce sont toutes ces barres bleu foncé sur notre arbre phylogénétique. Et vous voyez donc qu'il y a toute une variété d'espèces qui succèdent aux hominines les plus anciens. Et s'il y avait parfois des débats sur la nature réelle de ces formes anciennes, en ce qui concerne les australopithèques, on a affaire à des hominines de façon absolument certaine. Alors je pense qu'il est bon de définir un petit peu ce terme d'australopithèque. Évidemment, il est dérivé du nom de genre Australopithecus qui avait été créé par Raymond Dart quand il a décrit l'enfant de Tang en Afrique du Sud. Pourtant, ce terme australopithèque, c'est un terme en fait vernaculaire. Du point de vue de la taxonomie, il n'a pas vraiment une valeur très très grande. C'est un terme qui recouvre toute une série de formes pliopléistocènes qui possèdent un certain nombre de caractères primitifs et qui, en même temps, évidemment, ont des caractères qui les rapprochent de l'homme. Alors, parmi ces caractères primitifs, ils ont un cerveau beaucoup plus petit que ce que l'on rencontre dans le genre Homo, même si, nous le verrons, il est plus grand que celui qu'on trouve chez les grands singes africains. Du point de vue de l'anatomie crânio-faciale, ils ont un palais en forme de U plus ou moins marqué, qui est un rappel de ce que l'on trouve chez les grands singes. Ils ont un prognatisme alvéolo-sous-nasal, c'est-à-dire une projection du maxillaire en dessous de la cavité nasale, qui est assez marquée. Et puis, ils possèdent encore des proportions des membres qui sont assez primitives, c'est-à-dire qu'ils ont des membres supérieurs qui, proportionnellement aux membres inférieurs, sont plus longs que ce que l'on va trouver dans le genre Homo. Alors, ils présentent aussi tout un ensemble de caractéristiques communes qui sont plus ou moins des résultats d'une adaptation à une mastication intense. Et cette mastication intense, elle va s'affirmer de plus en plus au cours de leur évolution. Ça se traduit par des dents postcanines, prémolaires et molaires, qui sont très larges, donc d'un gabarit très important par rapport à ce qu'on trouve dans le genre Homo, et qui sont aplatis en général avec un émail qui est épais. Et d'une façon générale, la face de ces australopithèques, c'est une face qui est très développée, qui a des caractéristiques propres que l'on verra tout à l'heure, mais c'est une face très développée, probablement en relation avec ces adaptations masticatrices. Alors malgré cette définition que l'on peut donner très générale des australopithèques, il faut bien se rendre compte que aussi bien le terme vernaculaire australopithèque que le nom de genre Australopithecus sont des termes qui, du point de vue de la phylogénie, sont un peu problématiques. Pourquoi ? Parce que dans la classification, ce que l'on s'attache en général à faire, c'est à créer des groupes que l'on appelle monophylétiques, c'est-à-dire qui rassemblent un ancêtre et tous les descendants de cet ancêtre. Et dans le cas d'Australopithecus, ce n'est manifestement pas le cas, puisque
on insère l'origine du genre Homo au sein de ces australopithèques, en tout cas la plupart des auteurs. Et d'autre part, il y a des formes qui descendent des australopithèques qui sont rassemblées dans un autre genre que l'on appelle Paranthropus. C'est ce que, dans la littérature, on a eu l'habitude d'appeler les australopithèques robustes. Ce sont des formes terminales qui ont leurs caractéristiques propres et qui ont des adaptations tout à fait particulières. Alors, du point de vue chronologique, ces formes viennent donc après les premiers hominines dont nous avons déjà parlé. Les australopithèques sont connus en gros entre 4,2 et 1,2 millions d'années, et on les trouve en Afrique du Sud, bien sûr, c'est là qu'on les a découverts, le long de la Rift Valley, et puis dans un site qui se situe à l'est du Sahara, au Tchad, et qui est pratiquement au milieu de l'Afrique. On n'a pas découvert d'australopithèques plus à l'ouest pour l'instant, ça viendra peut-être, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Alors, on connaît de nombreuses espèces d'australopithèques. Leurs relations phylogénétiques sont assez débattues, notamment en ce qui concerne ces fameux australopithèques robustes, auxquels je consacrerai un cours particulier la semaine prochaine. Dans 15 jours, en fait, en réalité, non pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, on s'occupera des australopithèques d'Afrique du Sud. Donc, commençons avec ces australopithèques de l'Est africain. Et au centre de cette constellation de pièces, d'espèces, vous verrez qu'il y a une assez grande variété de formes, en fait. Eh bien, il y a une espèce qui est très très bien représentée dans la documentation fossile. On a découvert énormément de fossiles, notamment en Éthiopie, et c'est l'espèce Australopithecus afarensis. Alors, cette espèce Australopithecus afarensis, elle a été découverte au Kenya, à l'est et à l'ouest du lac Turkana, en Tanzanie, à l'Etoli, dans la moyenne vallée de l'Awash en Éthiopie, à Woronso Mile, toujours en Éthiopie, Adar, Dikika, Fejaj, d'autres gisements de la dépression de l'Afar, et puis au Tchad, donc, dans un site de la région de Bahr el-Ghazal. L'holotype de l'espèce, Australopithecus afarensis, c'est une mandibule qui a été découverte dans le gisement de l'Aetoli en Tanzanie, qui est connu dans la littérature comme LH4. Disons, les Australopithèques afarensis rassemblent des pièces très importantes, très célèbres, en particulier la fameuse Lucie que vous connaissez tous, qui a été découverte à Adar en Éthiopie, et qui est connue, elle, sous le sigle AL 288-1. L'extension géographique d'Australopithecus afarensis, c'est à peu près entre 3,8 et 2,9 millions d'années. Donc ce ne sont pas les australopithèques les plus anciens. On parlera de cela ensuite. C'est une espèce qui a été découverte en fait de façon très précoce. Le premier spécimen qui est aujourd'hui attribué à Australopithecus afarensis et qui a été découvert, c'est une canine inférieure qui a été trouvée par Louis Leakey à l'Aetoli en 1935. Et à l'époque, elle n'a pas été reconnue comme une dent d'hominine. Elle est toujours déposée au British Museum. C'est seulement plus tard qu'on s'est rendu compte que c'était un australopithèque. Alors les pièces qui sont les pièces les plus marquantes de ces premières découvertes, ce sont des fossiles qui viennent toujours de la même région en Tanzanie, et notamment un maxillaire connu sous le nom de Garuzi II.
Ce maxillaire a été découvert par Ludwig Kohl Larsen en 1939. On a parlé de cette expédition allemande en Afrique de l'Est. Ce maxillaire était accompagné d'une troisième molaire. Donc ces deux pièces, Garouzi 2 et Garouzi 1 et Garouzi 2, sont déposées à l'université de Tübingen. Alors elles ont donné l'occasion déjà aux paléoanthropologues d'exercer leur sagacité et on leur a donné, pendant l'après-guerre, des noms de genres divers, Préanthropus, Meganthropus, Meganthropus africanus, Préanthropus africanus, donc des noms qui précèdent la création du terme Australopithecus afarensis. En fait, c'est avec la reprise des recherches à l'Aetoli par l'équipe de Mari Leakey et la découverte entre 1974 et 1979 d'un grand nombre de spécimens à l'Aetoli qu'on a pu rapprocher ces pièces d'autres pièces découvertes en Éthiopie pour créer le terme Australopithecus afarensis. Et ce terme Australopithecus afarensis, il a été proposé en 1978 par Donald Johansson, Tim White et Yves Coppens dans un article fameux publié dans la revue Kirklandia. Ces pièces est-africaines qui avaient été rapprochées des pièces, ces pièces éthiopiennes qui avaient été rapprochées des pièces de Tanzanie, ce sont des pièces qui, au départ, venaient surtout du site de Hadar, dans la dépression de l'Afar. Et cette région de Hadar a produit énormément de fossiles qui ont eu un rôle très, très important dans l'interprétation, évidemment, de l'espèce Australopithecus afarensis, mais d'une façon générale, pour la compréhension des australopithèques. Alors, des pièces très célèbres, j'ai déjà mentionné Lucie, donc ce squelette partiel d'une femelle Australopithecus afarensis qui nous a énormément appris sur l'anatomie, l'allure générale de cette espèce, sur sa bipédie en particulier, et d'autres spécimens qui restent iconiques dans la littérature paléoanthropologique, comme par exemple ce genou qui vient d'un autre site, AL 129, et qui a été une des pièces qui montrait très très clairement le caractère bipède de ces formes, notamment à cause de l'angle formé entre le fémur et le tibia au niveau de cette articulation. On a trouvé d'autres sites dans l'Afar. Ce sigle AL vaut pour Afar Locality, donc Afar Locality 288, 129, 333. 333, c'est un site qui est très célèbre puisqu'on a découvert 13 individus. Alors, ils ne sont pas complets, ils sont représentés par des pièces plus ou moins fragmentaires, mais c'est la première fois qu'on a découvert un tel ensemble d'Australopithecus afarensis dans un même lieu, et donc on a appelé cet ensemble la première famille, entre guillemets. Ce qui a été très important avec cette découverte, c'est qu'elle a permis vraiment d'apprécier la variabilité individuelle de ces formes d'Australopithèques. Donc Hadar nous a appris énormément sur Australopithecus afarensis. Vous voyez sur cette diapositive aussi une coupe géologique qui montre à quel point on peut aller loin dans la datation de ces sites à Australopithèques d'Afrique de l'Est. En effet, on a des formations
qui sont épaisses, qui se déposent très très rapidement, avec des tubes volcaniques liés à l'activité intense des volcans dans la région, qui donnent des repères chronologiques très très précis. Et donc, dans le cas d'AL 333, vous voyez qu'on peut le caler très très précisément entre 3 millions d'œufs et 3 240 000. Donc, on a une coupe assez épaisse avec un enregistrement très très fin du temps et de la paléontologie. Alors, on a trouvé des Australopithecus afarensis dans d'autres sites que ceux de Hadar. Et en particulier, il y a un site qui est devenu très célèbre, qui est un site de la zone de Dikika, toujours dans la dépression de l'Afar. Et ce site de Dikika a livré à mon collègue et ami Zerezenay Alem-Saged un squelette partiel d'un bébé australopithèque, d'un très jeune australopithèque, qui est très très bien conservé, non seulement le crâne, la mandibule, mais de nombreux éléments squelettiques qui ont permis de se faire une idée très précise de l'anatomie d'un jeune australopithèque. Voilà deux crânes qui viennent de l'Afar. Et ces deux crânes, je vous les montre d'abord que vous ayez une idée de la conservation de ces spécimens, hein, qui sont quand même, pour des fossiles de cet âge-là, des fossiles d'hominines de cet âge-là, assez complets. Et comme je l'ai déjà évoqué, on a une idée assez précise de la variabilité de ces australopithèques. Et vous voyez tout de suite qu'on a dans cette espèce encore un dimorphisme sexuel qui est quand même assez marqué. On a évoqué cette importance du dimorphisme sexuel quand on a parlé du développement des canines qui étaient réduites chez les hominines alors qu'elles sont développées chez les grands singes, en insistant sur le fait que canines développées, dimorphisme sexuel important, sont liés à un niveau d'agressivité entre les mâles et à un certain type d'organisation sociale que l'on ne trouve plus probablement chez les hominines. Mais enfin, on a encore un reste, si je peux dire, de dimorphisme sexuel qui est assez important chez Afarensis. On a des femelles qui sont parfois beaucoup plus petites que les mâles, et par exemple avec des capacités crâniennes très faibles, ce qui rend difficile parfois d'apprécier la taille moyenne du cerveau chez cette espèce. Donc on a un certain nombre de caractères, à part cette capacité crânienne qui n'est pas très importante, qu'on va retrouver toujours chez les australopithèques. Je vous ai parlé déjà de ce prognatisme du maxillaire en dessous de la cavité nasale qui est assez marqué. Le système masticateur qui est très puissant et une face qui, en général, est une face qui est très élargie dans sa partie moyenne. Et puis, on le verra en relation avec le développement du système masticateur, des dents, notamment des dents postcanines, qui sont très grandes. Donc, je vous ai parlé de la capacité crânienne en vous disant qu'elle était beaucoup plus faible que chez l'homme actuel. Voilà un diagramme que j'ai emprunté à Kimball et Villemorae d'un article qu'ils ont publié en 2016. Vous avez ici cette ligne pointillée qui représente la capacité crânienne moyenne chez les chimpanzés. Et vous voyez que chez les australopithèques au sens large, alors ça inclut d'autres formes que Australopithecus afarensis, on est à peu près 20 à 30% au-dessus de la moyenne de ce que l'on trouve chez un chimpanzé, très très loin des premiers représentants du genre Homo, des Homo erectus, et à plus forte raison
des hommes actuels qui seraient hors de ce diagramme avec une capacité crânienne moyenne autour de 1350 cm3. Alors chez les australopithèques, il y a une variabilité assez forte, hein, je vous l'ai déjà signalé. On a des femelles parfois toutes petites, des mâles beaucoup plus grands. Et puis il y a aussi une évolution au cours du temps, et on va revenir à ce point-là tout à l'heure quand on parlera des australopithèques les plus anciens. Alors, mis à part la taille du cerveau, on peut aussi s'intéresser à l'organisation de ce cerveau, et on a produit une littérature assez abondante là-dessus, notamment autour de l'enfant de Tong, qui avait été découvert par Raymond Dart. Certains auteurs ont cru reconnaître sur ces endocrânes, ce moulage endocrânien d'australopithèques, les traces de certaines circonvolutions cérébrales. Alors ces circonvolutions, évidemment, elles laissent des empreintes qui sont parfois très difficiles à reconnaître sur la surface interne du crâne. Et en particulier, on a longtemps discuté de l'importance de cette zone qui se trouve ici à l'arrière du cerveau et que l'on appelle le cortex visuel primaire. Et ce cortex visuel primaire, il est beaucoup plus développé relativement aux zones pariétales qui se trouvent plus haut sur l'encéphale chez les grands singes, le chimpanzé par exemple, que chez l'homme. Et donc, un caractère humain, un des caractères humains du cortex cérébral, c'est la réduction de ce cortex visuel au profit d'autres zones du cortex qui sont liées à d'autres fonctions. Alors, cette question de l'encéphale des australopithèques, en fait, n'a été résolue vraiment que récemment. Il y a eu des débats qui ont duré pendant très longtemps. Mais on a pu, en particulier, grâce à ce très jeune australopithèque de Dikika, que je vous ai montré tout à l'heure, on a pu faire une reconstitution assez précise de différentes circonvolutions cérébrales qui sont bien marquées sur ce jeune individu. On a pu disposer aussi d'un autre jeune australopithèque afarensis d'Adar. Et en fait, l'analyse qui a été publiée très récemment, c'est en 2020 que cette étude est sortie, eh bien, l'analyse de ces moulages endocrâniens montre qu'en fait, les australopithèques, en tout cas Australopithecus afarensis, eh bien, avaient une organisation du cortex, en tout cas pour ce qu'on peut en voir, qui reste très très proche de ce qu'on a chez les chimpanzés. Et notamment, il n'y a pas cette fameuse réduction du cortex des aires visuelles à l'arrière du cerveau. C'est d'ailleurs la même chose pour les régions antérieures de l'encéphale, où on avait aussi cru reconnaître quelques caractères plus humains chez les australopithèques. Donc, du point de vue du cerveau, les australopithèques ont un cerveau un peu plus gros que celui des grands singes, mais avec apparemment une organisation du cortex qui est toujours la même. Un point qui est intéressant et qui a été analysé dans ce même article de 2020, c'est la question du développement dentaire et développement cérébral, toujours grâce à ce bébé d'australopithèque. Alors, on lui donne à peu près 2 ans, 2 ans et demi, 2 ans et 5 mois. Comment on peut arriver à cette détermination ? Eh bien, dans les tissus dentaires, on arrive à reconnaître des stries de développement qui sont des stries qui se développent de façon très, très régulière. Certaines d'entre elles se développent de façon journalière. Et donc, on peut réellement compter en jours le temps de développement d'une dent. Et grâce à des irrégularités dans ce développement, eh bien, on peut connecter, si je peux dire, le développement d'une dent avec la dent d'à côté et de cette façon-là reconstituer tout le développement dentaire d'un individu. En faisant ça, ce qu'on trouve, eh bien, c'est que les australopithèques ont une durée de développement dentaire qui est assez comparable à ce qu'on a chez les grands singes. Ils n'ont pas
cette croissance ralentie que l'on trouve chez l'homme. Mais du point de vue du développement, il y a quand même des différences qui apparaissent entre Australopithecus afarensis et les grands singes, notamment en ce qui concerne le cerveau et son développement. Quand on compare la taille du cerveau au cours de la croissance chez un homme, ici en bleu, et chez un chimpanzé, vous voyez que, évidemment, le cerveau d'un homme grandit jusqu'à une taille qui est considérable comparée à celle d'un chimpanzé, mais en même temps, cette croissance se prolonge sur une durée beaucoup plus importante. La croissance chez le chimpanzé va moins loin, mais elle est plus rapide, et cela, on peut l'exprimer en regardant non pas les valeurs absolues de cette taille de l'encéphale, mais en faisant le rapport entre la taille de l'encéphale à un âge donné et puis la taille adulte. Et donc ça donne des courbes assez différentes pour les chimpanzés et les hommes, où on voit très bien que les chimpanzés, en taille relative par rapport à l'adulte, eh bien, montrent des cerveaux qui grandissent beaucoup plus vite que ce que l'on observe chez les hommes ici en bleu. Alors, de façon assez remarquable, aussi bien cet enfant d'Iquica, ce très jeune australopithèque afarensis de Diquica, qu'un autre spécimen pour lequel on a pu mesurer la capacité crânienne et qui lui aussi est autour du même âge de 2 ans et demi, eh bien, on ne trouve pas une proportion de la taille du cerveau adulte d'Australopithecus afarensis qui soit comparable à ce qu'on observe chez les chimpanzés. Et en fait, de ce point de vue-là, les australopithèques sont plus humains. Alors, c'est assez difficile d'en tirer des conclusions très générales. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours cette croissance qui est d'une façon générale assez rapide chez les australopithèques, mais il semble quand même que le développement de leur cerveau soit un petit peu retardé, si je peux dire, peut-être parce qu'il est plus gros que celui des chimpanzés, peut-être aussi à cause du type d'alimentation, du type de ressources énergétiques à la disposition de ces espèces, parce que dans le fond, ce ralentissement de la taille du cerveau, ça permet d'investir moins d'énergie instantanément, mais sur une plus longue durée pour obtenir un cerveau d'adulte. C'est un résultat qui est un peu surprenant parce que dans certaines formes du genre Homo, par exemple chez les Homo erectus, on va retrouver un temps de développement, une croissance de cette capacité crânienne proportionnelle qui va être un petit peu, plus proche de ce qu'on trouve chez les grands singes que ce qu'on trouve chez l'homme actuel. Donc il semble que chez les hominines, il y a une certaine diversité d'adaptation de ce point de vue. Australopithecus afarensis, je vous l'ai dit déjà, a une denture qui est assez importante. Ici, des palais de chimpanzés, Australopithecus afarensis et hommes actuels sont comparés. Vous voyez tout de suite que la taille des dents, en particulier des dents post-canines, prémolaires et molaires, la taille est très importante chez Australopithecus afarensis. On a une forme du palais aussi qui est encore relativement en U. Ça rappelle un petit peu ce qu'on a chez le chimpanzé. Mais évidemment, il y a des différences. Ça devient un petit peu plus parabolique. Les dents antérieures, les incisives, sont assez importantes et ça ne sera pas toujours le cas chez les australopithèques. Vous verrez la semaine prochaine, on verra des formes d'australopithèques terminales qui ont des incisives très réduites. Les canines sont réduites, mais sont quand même nettement plus importantes que ce que l'on trouve chez un homme actuel. Et vous voyez qu'en avant des canines supérieures, il y a un petit espace entre canine et incisive qu'on appelle un diastème,
où vient se loger la pointe de la canine inférieure. À la denture inférieure, là, on a des caractères qui sont similaires au point de vue de la taille. Un des caractères qui a beaucoup intéressé les paléontologues, c'est la morphologie de la première prémolaire. Vous vous souvenez que cette première prémolaire, chez les grands singes, elle sert d'aiguisoir à la canine supérieure qui dépasse fortement vers le bas. Et donc, cette première prémolaire inférieure, chez les grands singes, elle a une forme assez comprimée, assez allongée dans le sens de la rangée dentaire, et une morphologie très, très particulière, alors que chez l'homme, c'est une dent qui a une forme, vous voyez, en vue occlusale, un contour presque circulaire, et elle est relativement symétrique, suivant un axe bucco-lingual. Alors, chez Australopithecus afarensis, on a des premières prémolaires inférieures qui sont de type hominine, elles ne sont pas développées en aiguisoir, mais elles sont plus asymétriques que ce que l'on trouve chez des hommes actuels, mais moins asymétriques que ce que l'on trouve chez les tout premiers hominines. Alors, du point de vue de la locomotion, j'ai insisté sur le fait que ces australopithèques afarensis étaient parfaitement bipèdes. Et ça, on le sait grâce au squelette de Lucie, on le sait grâce aux fameux genoux que je vous ai montrés tout à l'heure. On dispose aussi d'un autre squelette partiel qui a été découvert dans la Far. Alors, on lui a donné ce nom assez curieux de Cadanumu. C'est un squelette partiel de mâle qui est nettement plus grand que Lucie et qui complète un petit peu l'information qu'on a avec le squelette de Lucie, parce que ce ne sont pas exactement les mêmes parties qui sont conservées, qui sont bien conservées. Et donc, l'ensemble du squelette de ces afarensis montre clairement le caractère bipède de ces formes. Donc, on a déjà parlé de ce fameux angle formé par le fémur et le tibia, alors que chez un chimpanzé, ces deux os sont un petit peu dans le prolongement l'un de l'autre. Donc, c'est ce qu'on appelle l'angle bicondylaire, qui est clairement marqué chez Australopithecus afarensis. Les pieds sont des pieds qui possèdent une arche à la fois longitudinale et une arche transversale qui est relativement bien marquée, même si elles ne sont pas aussi, je dirais, raides, consolidées que les voûtes transversales et longitudinales que l'on trouve chez un homme actuel. Il y a une lordose de la colonne vertébrale dans sa partie inférieure, donc une taille qui est marquée avec une forme de cambrure, une forme du thorax aussi qui rappelle ce qu'on a chez un homme et qui est assez différent de ce qu'on trouve chez les grands singes. Donc tous ces caractères-là, évidemment, parlent en faveur de la bipédie. Et alors, évidemment, surtout, la morphologie du bassin. Vous voyez que ce bassin présente des iliums qui ont tourné, qui forment vraiment un bassin. Donc c'est un os coxal qui est élargi dans ses proportions, très différent de la forme allongée, avec des iliums qui sont en position dorsale, que l'on trouve chez un chimpanzé qui pratique surtout la quadrupédie. Donc tout ça, c'est de la bipédie, et je vais vous montrer des traces de pas dans un instant qui, s'il le fallait, confirment ce caractère bipède des australopithèques. Mais en même temps, ils conservent quand même un certain nombre de caractères qui suggèrent qu'ils fréquentaient les arbres,
En particulier, quand on regarde les phalanges des mains, sont des phalanges qui sont arquées, même si elles sont moins arquées que ce que l'on trouve, par exemple, chez un chimpanzé, mais on a des phalanges qui sont arquées, et ça évoque une forme de locomotion arboricole, des caractères aussi de l'humérus, et puis vous voyez, la proportion des membres sont des proportions qui ne sont pas vraiment humaines, hein. On a toujours des bras qui sont quand même relativement longs par rapport aux membres inférieurs. Et donc on pense que ces australopithèques, même s'ils étaient adaptés à la locomotion bipède sur Terre, eh bien, à l'occasion, devaient fréquenter les arbres. Alors peut-être pour s'y mettre à l'abri des prédateurs, peut-être pour y trouver de la nourriture, peut-être dans leur jeune âge, pour se mettre, quand ils étaient plus vulnérables, pour se mettre à l'abri. Ce qu'on observe d'ailleurs chez certains grands singes, hein, qui sont surtout arboricoles quand ils sont jeunes, et quand l'âge et le poids viennent, sont beaucoup plus souvent sur le sol. Donc on a une mosaïque de caractères qui est tout à fait intéressante. Donc à l'Aetoli, le site où donc l'équipe de Marie Hickey a trouvé tous ces restes d'Australopithecus afarensis, eh bien on a la chance de disposer de pistes, de traces de pas qui ont été laissées par des individus qui ont circulé juste après une éruption de cendres volcaniques. Et alors ils ont marché parfois côte à côte, parfois l'un a marché dans les empreintes de celui qui le précédait. C'est tout à fait à la fois spectaculaire et très émouvant. On a pu étudier vraiment ces traces de pas. Voilà les traces de pas de l'Aetoli comparées à celles d'un homme actuel et celles d'un chimpanzé. Et quand on analyse ces traces de pas, eh bien, on trouve qu'elles sont essentiellement humaines, hein. On a une attaque du sol par le talon et puis un déroulé, si je peux dire, du pied, comme dans une marche bipède humaine. Ça se termine par l'appui du gros orteil, mais en même temps, on se rend compte que la voûte plantaire est nettement moins marquée que chez un homme actuel, et on pense qu'il y a peut-être une utilisation du membre inférieur qui est un petit peu plus fléchi que ce que l'on trouve chez un homme moderne. D'une façon générale, les australopithèques sont adaptés à la marche, mais ne semblent guère adaptés à la course, comme ça va être le cas pour certains représentants du genre Homo. Et leur démarche, la façon dont ils se déplacent, nous paraîtrait peut-être un petit peu curieuse, hein, avec une sorte de dandinement, de rotation du bassin qui est assez large. Donc une bipédie différente de celle du genre Homo, mais une bipédie tout à fait efficace. On a essayé d'analyser du point de vue énergétique ce à quoi correspondait cette bipédie des australopithèques. Il est possible de construire des modèles comme celui-là à partir des données que l'on a sur l'homme actuel, hein, en quantifiant l'action de chaque muscle sur chaque partie du squelette, et on peut faire le même genre de travail sur un membre d'Australopithèque. Et ça permet de simuler la quantité d'énergie qui est dépensée par unité de temps et par unité de poids, et donc de comparer différentes situations. La courbe que vous avez ici, ça correspond à une courbe humaine, avec des individus de plus en plus jeunes ici, de plus en plus légers, et puis ici des adultes. Et vous voyez que la bipédie humaine des hommes modernes est une bipédie qui, du point de vue énergétique, est extrêmement favorable, puisque la quantité d'énergie dépensée par kilo et par seconde
est plus faible que l'on trouve chez un enfant, par exemple, qui pratique la marche bipède. Lucie se situe sur cette courbe, proche en fait d'un individu humain qui aurait un poids comparable autour de 30 kg. Et donc ça nous montre que voilà, sa démarche bipède ne représente pas encore l'optimum énergétique que l'on trouve chez les adultes humains actuels. Du point de vue du comportement, on a à Dikika plusieurs os qui ont été découverts et qui ont été publiés en 2010 qui montrent des traces de découpe. Alors ces traces de découpe ont donné lieu à beaucoup de discussions parce que certains ont dit que c'était des traces qui avaient été plutôt laissées par des dents de crocodile sur ces os que par des outils maniés par des australopithèques. Enfin, on cite très généralement ces traces sur quelques os. Alors il s'agit vraiment de quelques pièces seulement, comme peut-être une des traces d'activité humaines les plus anciennes que l'on connaisse, enfin dominines les plus anciennes que l'on connaît. Alors, cette découverte de Dikika a connu un regain d'intérêt beaucoup plus récemment avec la description d'outillages très très frustes en pierre taillée, que je vais vous montrer tout à l'heure, qui datent à peu près de la même époque. Et on ne sait pas très bien à quoi ils étaient utilisés, mais en tout cas, ça a donné quand même un regain de vigueur à l'hypothèse que les traces observées sur les os de grands mammifères de Dikika sont des traces qui ont pu être laissées par des outils de pierre. Alors passons à une autre espèce qui est Australopithecus anamensis. Alors Australopithecus anamensis, c'est l'espèce qui précède dans le temps Australopithecus afarensis. Vous voyez qu'elle se situe chronologiquement entre 4,2 millions et 3,8 millions, c'est-à-dire juste entre ces hominines miocènes que nous avons explorés il y a une quinzaine de jours, et puis Australopithecus afarensis avec Ardipithecus ramidus qui est plus proche dans le temps d'Australopithecus anamensis. Les pièces qui sont attribuées à Australopithecus anamensis ont été d'abord découvertes au Kenya, à Kanapoy, à Liabey, et puis ensuite on a trouvé d'autres spécimens en Éthiopie, dans la vallée de l'Awash. Et l'holotype qui a servi à la description de cette espèce d'Australopithèque, c'est cette mandibule qui est connue sous le sigle KNM KP 29281. J'espère que vous vous en souviendrez. Alors, comment s'est opérée cette découverte d'Australopithecus anamensis? Alors, il faut quand même d'abord souligner que Australopithecus anamensis, longtemps, n'a été quand même connu que par quelques fragments de mandibules, de maxillaires, des dents, mais incomparablement moins spectaculaires que ce dont on dispose pour Australopithecus afarensis. Le premier spécimen qui a été découvert à Kanapoy. C'est un morceau d'humérus, l'extrémité distale d'un humérus, qui a été découvert en 1965. Et initialement, dans le fond, on ne savait pas très bien ce que c'était. On l'a attribué à Australopithecus sp, d'une certaine espèce, SPI. On l'a rangé dans un tiroir et, comme c'est souvent le cas, il a fallu attendre d'autres découvertes pour qu'on se rende compte qu'on avait affaire à quelque chose de différent et que l'on pouvait définir comme une nouvelle espèce. Alors ce matériel nouveau, il a été produit par l'équipe de Miv Leakey
qui a découvert, en plus de cet humérus, cette fameuse mandibule qui a servi d'holotype à la définition de l'espèce, et puis un maxillaire, des dents et des os postcrâniens. Et donc, grâce à ce matériel, on a pu se rendre compte qu'on avait affaire à quelque chose qui était quand même différent d'Australopithecus afarensis. Mais j'insiste là-dessus, au départ, la définition d'Anamensis, elle s'est fondée uniquement sur des caractères, enfin essentiellement sur des caractères dentaires et du système masticateur. Alors quand même, il y avait beaucoup de similarités avec Australopithecus afarensis. On a tout de suite vu que c'était plus ancien que les afarensis. Et de façon pas très surprenante, on a trouvé des caractères plus primitifs que ceux que l'on observait sur Australopithecus afarensis. Alors d'abord, cette mandibule, elle a une symphyse, hein, c'est-à-dire la région du menton, la région où les deux corps mandibulaires se rejoignent, une symphyse qui est beaucoup plus oblique, beaucoup plus fuyante que ce que l'on a chez Australopithecus afarensis. Le palais, il a toujours une forme en U primitive, mais là qui est plus marquée que chez afarensis. Et puis on a trouvé des caractères dentaires, dans le fond, qui situent cette anamensis entre les hominines les plus anciens et puis afarensis. Et de façon pas très surprenante, ce sont des caractères de la canine. J'ai insisté sur cette réduction progressive de la canine et puis qui change aussi de forme chez les hominines. Et puis cette première prémolaire dont je vous ai dit chez afarensis, elle est plus asymétrique que ce que l'on trouverait chez un homme, sans présenter cette forme en aiguisoire qu'on a chez les grands singes. Eh bien, chez Anamensis, on a une forme encore plus asymétrique que ce que l'on avait chez afarensis. Alors, fort de ces caractères, évidemment, on s'est dit qu'on tenait avec Australopithecus anamensis l'ancêtre direct d'Australopithecus afarensis. Il était plus ancien, et puis il avait des caractères plus primitifs, et puis il ressemblait quand même beaucoup à Australopithecus afarensis. On a même imaginé qu'il y avait une sorte d'évolution progressive d'une espèce à l'autre, ce qu'on appelle une anagénèse, avec, dans le fond, des caractères qui changeaient de façon assez progressive d'un site à l'autre en fonction de leur âge, sans peut-être qu'il y ait de limite très nette entre Anamensis et afarensis. Alors tout ça a été considérablement modifié l'année dernière avec la publication pour la première fois d'un crâne qui est attribué à cette espèce d'Australopithèque, Australopithecus anamensis. Alors ce crâne vient d'Éthiopie, de la région de Woranzo-Millet, et c'est un crâne qui a 3,8 millions d'années. Alors, il est extraordinairement bien conservé. Là, c'est le crâne préparé, hein, le sédiment a été retiré. À partir de ce crâne, on a pu faire une reconstitution virtuelle en complétant les parties manquantes, soit par symétrie, soit par différentes techniques mathématiques qui permettent d'utiliser la variabilité des espèces proches pour compléter une pièce. Et donc, on dispose d'un crâne très complet, très bien conservé d'Australopithecus anamensis pour la première fois. En plus, il a un âge qui est d'environ 3,8 millions d'années, c'est-à-dire qu'il se place chronologiquement à la fin des Australopithecus anamensis, dans une position intermédiaire, je dirais, entre les premiers afarensis et les derniers anamensis. Alors ça a été pas très évident de l'attribuer à Australopithecus anamensis, puisqu'évidemment,
toutes ces parties du crâne de la face, pour la plupart, étaient inconnues chez Australopithecus anamensis. Encore une fois, ce sont les caractères dentaires qui ont servi à reconnaître dans ce crâne que l'on appelle MRD, un anamensis. Alors voilà la canine de notre MRD. Alors vous voyez, elle est cassée, mais elle est usée, mais elle montre quand même des caractères qui sont des caractères qu'on retrouve chez d'autres Australopithecus anamensis, en particulier ces petits épaulements de part et d'autre de la canine supérieure, presque égaux du côté mésial et du côté distal, très différent de ce qu'on a chez les afarensis, où on a une dissymétrie beaucoup plus marquée de ces épaulements. Et puis, du point de vue métrique, eh bien, on a voilà, ici notre crâne, enfin notre canine du crâne MRD. Vous voyez qu'elle tombe dans ce nuage vert qui est le nuage des anamensis que l'on connaît, assez éloigné des australopithèques afarensis qui sont représentés ici en violet. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la canine chez Anamensis a un développement, une largeur, si vous voulez, mésio-distale, d'avant en arrière, qui est beaucoup plus importante que ce qu'on trouve chez un afarensis. Donc on a notre crâne d'Anamensis, et maintenant on va pouvoir le comparer à ce que l'on a chez d'autres hominines, et en particulier chez Australopithecus afarensis. Alors d'abord, une fois qu'on a obtenu une reconstitution virtuelle assez complète du crâne, eh bien, on a tout de suite vu d'abord que c'était bien un australopithèque. Donc il a des caractères d'australopithèque qui sont tout à fait nets, en particulier, voilà, comparer MRD à un mâle d'Australopithecus afarensis, et vous voyez cet élargissement très important de la partie moyenne de la face. Et dans des études métriques, lorsque l'on compare cette largeur bizygomatique avec soit la largeur du maxillaire, soit la largeur de la partie supérieure de la face, eh bien, on a nos australopithèques, vous voyez, qui se distinguent très très clairement de ce que l'on trouve chez des grands singes, qui peuvent avoir une face très importante, mais qui n'ont pas ce développement particulier de la partie moyenne de la face. Alors, par ailleurs, il y a, et on le voit tout de suite, des différences assez nettes avec le crâne des Australopithecus afarensis. Vous voyez tout de suite, par exemple, cette crête sagittale sur le sommet du crâne qu'on n'a pas chez les afarensis, même un mâle très, très, très robuste. Voilà des différentes vues du crâne, une vue supérieure et une vue postérieure du crâne. Vous voyez que le neurocrâne d'MRD, c'est un crâne qui est étroit, allongé, avec cette crête sagittale qui est assez marquée, qui n'existe pas chez afarensis. Et puis on a aussi des arcades zygomatiques de chaque côté qui sont beaucoup plus rectilignes et beaucoup moins saillantes sur les côtés que ce qu'on a avec afarensis. Donc une morphologie quand même qui est assez différente. Et en vue postérieure, vous voyez que le plan nucal, c'est-à-dire la zone d'insertion des muscles du cou sur l'arrière du crâne, c'est une surface qui est beaucoup plus importante chez MRD que chez Australopithecus afarensis. C'est un caractère c'est un caractère primitif, c'est un caractère que l'on a chez les grands singes et qui clairement distingue ce crâne d'Anamensis des Australopithecus afarensis.
Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette histoire d'évolution d'Anamensis vers Afarensis? On a été obligé de réviser un petit peu notre copie. Je vous ai dit tout à l'heure que de nombreux auteurs voyaient, à partir d'hominines primitifs, une évolution relativement régulière d'un certain nombre de caractères, en particulier les caractères du système masticateur, à travers des Anamensis les plus anciens, ceux de Canapoï, un peu moins anciens, ceux d'Aliabé, et puis on se dirigeait vers la morphologie des Afarensis, de Laetoli et d'Adar. Et donc il y a un article qui a été publié en 2006 qui a vraiment établi cette idée-là. On est obligé un petit peu de revoir ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on pense toujours que Anamensis est l'ancêtre d'Afarensis, mais en même temps, ces formes terminales d'Anamensis, en particulier ce crâne MRD, eh bien, ils présentent des caractères qui sont difficiles à interpréter si on les considère comme simplement ancestraux d'Afarensis. D'abord, sur le plan chronologique, il y a un recouvrement entre ce crâne d'Anamensis et les tout premiers Afarensis. Et puis, il a des caractères qui sont des caractères tout à fait intéressants, qui ne sont pas simplement une version primitive de ce que l'on a chez les Afarensis. J'ai déjà mentionné cette crête au-dessus du crâne. C'est une crête qu'on va trouver chez d'autres formes d'Australopithèques, en particulier ces fameux paranthropes dont on parlera plus tard. Et donc ça, c'est quelque chose qui semble être un caractère particulier à cette espèce. On a aussi la position des muscles massétaires qui viennent s'insérer sur l'avant de l'arcade zygomatique. C'est aussi quelque chose qu'on va trouver chez le genre Paranthropus, mais qu'on ne trouve pas chez Afarensis. Toujours sur le maxillaire, on a sur MRD une morphologie de la crête zygomatico-alvéolaire qui est rectiligne et qui est en position relativement élevée, alors que chez le chimpanzé, chez Ardipithecus et chez Afarensis, on a une morphologie différente avec une crête qui est un peu plus concave et qui se positionne plus bas. Donc tout ça, ça incite à penser que si Anamensis est bien l'ancêtre d'Afarensis, c'est bien au moins à la fin de l'évolution de cette espèce, il y a eu probablement coexistence entre ces deux groupes, le groupe le plus ancien ayant quand même ses caractères propres. Alors, il y a des caractères qui sont très intéressants aussi chez Anamensis qui le relient, alors non pas à Afarensis, mais qui le relient aux hominines les plus anciens. Alors d'abord, la capacité crânienne de ce premier crâne d'Australopithecus anamensis qu'on n'ait jamais découvert, c'est une capacité crânienne autour de 365-370 cm3. C'est une capacité crânienne qui est sensiblement plus faible que celle qu'on a chez tous les australopithèques dont je vous ai parlé. Vous vous souvenez, je vous ai dit 20-30% au-dessus de ce qu'on a chez les chimpanzés. Là, on est dans la variation des chimpanzés et on est d'ailleurs avec des valeurs qui sont très très proches des valeurs qui ont été estimées pour Ardipithecus et pour Sahelanthropus. Il y a aussi des caractères morphologiques qui rapprochent, disons qui remplissent en fait une espèce de vide entre ce que l'on a notamment chez Toumaï, chez Sahelanthropus, et ce qu'on trouve chez les australopithèques. En particulier, quand on regarde le crâne en vue supérieure, eh bien, je vous ai déjà dit que le contour crânien était assez différent chez Anamensis et chez Afarensis, avec chez Anamensis ce crâne qui est étroit, allongé, avec une très forte constriction, là ici,
à l'avant de la boîte crânienne, eh bien, c'est la morphologie qu'on trouve chez Sahelanthropus. Hein. Donc, du point de vue morphologique, j'allais dire, ça colle si on veut faire évoluer quelque chose comme Sahelanthropus vers un Australopithèque en passant par Anamensis. J'ai mentionné déjà la taille du plan nucal, ces insertions des muscles de la nuque très puissantes chez les grands singes. C'est un caractère qui avait été utilisé par les détracteurs de Toumaï, les détracteurs de Sahelanthropus, qui veulent en faire une sorte de gorille miocène. Eh bien, il se trouve que notre Australopithèque MRD, il a aussi, lui, vous voyez, un plan nucal qui est très important, nettement plus grand que ce qu'on a chez Afarensis et qui rappelle ce qu'on a chez les grands singes, qu'on a chez Toumaï. Alors, à côté de ces deux formes, donc, qui sont très proches l'une de l'autre, hein, qui semblent se succéder dans le temps, même s'il y a un petit recouvrement, et je vous ai dit peut-être une petite cladogénèse, on a quand même une diversité assez surprenante de ces hominines du Pliopléistocène d'Afrique de l'Est et du centre. Vous voyez, sur notre schéma, il y a d'autres barres bleues que Anamensis et Afarensis, et je voudrais vous en dire quelques mots maintenant. Alors d'abord, ce fameux Australopithèque du Tchad, Australopithecus Barelghazali, qui a donc été découvert et publié en 1996. Au départ, c'était une mandibule avec une prémolaire supérieure. Donc voilà cette mandibule qui a été baptisée Abel comme petit nom. Donc d'abord, ça a été décrit comme peut-être un Afarensis, et puis ensuite, il y a je vous ai dit 96, c'est 95, je pense, la première publication de ce spécimen. Puis en 96, on a revisité un petit peu le matériel, et puis donc il a été question à ce moment-là d'en faire une nouvelle espèce. Alors pourquoi une nouvelle espèce ? Eh bien, il y a quelques caractères dentaires qui sont particuliers, notamment le nombre de racines des prémolaires, et puis surtout la région de la symphyse ici est différente de ce que l'on trouve chez d'autres Australopithèques de la même époque, enfin Australopithecus afarensis, avec une symphyse qui est un petit peu plus redressée. D'une façon générale, une arcade dentaire qui est un petit peu plus aplatie vers l'avant. Et puis, un contour de la symphyse qui est différent aussi. C'est-à-dire qu'on a une symphyse qui est beaucoup plus globulaire dans sa section, alors que chez les afarensis, on a des bourrelets, des fosses qui sont très marquées. Alors, pour un certain nombre d'auteurs, la question reste ouverte de savoir si c'est une variation à l'intérieur d'Australopithecus afarensis ou s'il faut en faire vraiment une espèce à part. Il y a d'autres spécimens qui ont été découverts. Il y en a 4 ou 5 en tout. Il y a un bout de maxillaire, il y a une autre mandibule qui a été découverte. Donc je pense que quand on aura tout ça publié en détail et puis qu'on aura peut-être du nouveau matériel, eh bien, on pourra discuter pour savoir si c'est vraiment une espèce différente. Mais en tout cas, du point de vue géographique, on est quand même très très loin des sites du Kenya et des sites d'Éthiopie où on a découvert Afarensis, voilà, toujours plus ou moins dans la même tranche de temps. Alors, toujours dans les mêmes horizons chronologiques, on a une autre forme, alors elle très curieuse, qui a été découverte au Kenya et
que l'on a baptisé Kenyanthropus platyops. On est entre 3,2 et 3,5 millions d'années. Alors la pièce principale, c'est un crâne qui est, comme vous le voyez, extrêmement fragmenté, extrêmement déformé, et donc assez difficile à interpréter. Tim White, un des créateurs de l'espèce Australopithecus afarensis, a même déclaré qu'il s'agissait probablement d'un crâne d'Australopithecus afarensis complètement déformé, avec du sédiment qui était rentré dans les fissures de l'os et des dents, qui avait un petit peu élargi tout ça. Donc, en gros, il n'y croit pas, mais les auteurs qui ont décrit cette nouvelle espèce, ce nouveau genre, Fred Spoor et Miv Leakey, ont contre-attaqué et notamment ont montré dans une analyse morphométrique du maxillaire qu'il y a vraiment des différences tout à fait particulières entre ce Kenyanthropus platyops et ce qu'on observe chez tous les autres australopithèques. En particulier, je vous ai parlé déjà de cette espèce d'aplatissement des arcades dentaires chez l'Australopithèque du Tchad. Alors là, la face est extrêmement aplatie par rapport à ce qu'on observe chez les Australopithèques. Vous voyez que quand on compare la position des dents latérales avec la position des dents antérieures, eh bien, on a quelque chose qui est beaucoup plus rétracté à l'avant de l'arcade dentaire chez ce Kenyanthrope que ce que l'on va trouver chez d'autres australopithèques. Il y a aussi d'autres caractères qui sont tout à fait curieux, notamment les molaires sont relativement de petite taille comparé à ce qu'on trouve chez les australopithèques. Donc on a l'impression d'avoir quelque chose avec une face relativement plate, relativement droite, et avec des dents post-canines qui sont plus petites que ce qu'on a chez les australopithèques. Donc les caractères que je viens de citer, c'est des caractères qu'on va retrouver dans le genre Homo, qu'on va retrouver chez Alors pour ce qui est de la face, chez les paranthropes, les dents des paranthropes sont, elles, beaucoup plus grosses que ce qu'on trouve chez notre Kenyanthrope. Donc c'est un cocktail de caractères assez curieux. On a même évoqué la possibilité qu'il puisse être ancestral de certains des premiers représentants du genre Homo. Enfin, je vous souligne le fait qu'on est pas loin de 3,5 millions d'années avec ce fossile, donc qui reste quand même assez mystérieux. Alors il y a des caractères évidemment qui évoquent les australopithèques, en particulier l'épaisseur de l'émail dentaire, qui est quelque chose qu'on retrouve chez Kenyanthropus. Alors Kenyanthropus, je vous ai dit, a été découvert au Kenya. Il a été découvert sur la rive ouest du lac Turkana. Et sur la rive ouest du lac Turkana, en 2015, on a publié quelque chose de tout à fait surprenant. Dans le site de Lomekwi, alors qui est juste à côté de l'endroit où on a trouvé notre Kenyanthrope. Et donc toujours dans les mêmes âges, 3,3 millions, on est entre, je vous ai dit, le Kenyanthrope, c'est entre 3,2 millions et 3,5 millions. Eh bien, on a trouvé un outillage de pierre tout à fait bizarre, si je peux utiliser ce terme, qui ne ressemble pas du tout aux plus anciens outillages de pierre taillée que l'on connaissait jusqu'alors. Ces outillages oldowaïens qui étaient faits souvent sur des galets ou sur des petits blocs à partir desquels on extrayait des éclats. Là, il s'agit d'une industrie faite sur des assez gros modules. Vous voyez, ce sont des blocs quand même très importants en taille. Il semble avoir été débité en les tapant sur une enclume. Et on voit
j'allais dire, on ne voit pas très bien à quoi ça sert. C'est-à-dire que ce ne sont pas des outils qui nous parlent beaucoup. Hein. On aimerait bien savoir pour quel usage ces objets ont été fabriqués. Et alors, évidemment, on se pose la question de savoir qui les a fabriqués. Alors, on a évidemment immédiatement, ou presque immédiatement, évoqué le kénianthrope, qui est trouvé juste à côté dans les mêmes âges. Mais enfin, dans ces âges-là, autour de 3,3 millions, on a aussi Australopithecus afarensis, qui serait un candidat possible. D'autant plus, je vous rappelle qu'à Dikika, associé à des Australopithecus afarensis, on a des os avec quelques traces qui semblent être des traces de découpe. Alors la situation s'est encore compliquée, toujours à peu près à la même époque, avec la découverte d'une autre espèce d'Australopithèque, toujours autour de 3,3 millions, 3,5 millions. C'est un Australopithèque qu'on a baptisé Australopithecus deiremeda. Il vient lui aussi d'Éthiopie, de la région de l'Afar, et c'est une espèce qui est représentée essentiellement par 2 mandibules, un maxillaire et puis des dents. Alors, on a eu beau les tourner dans tous les sens, on a un peu de mal à les faire rentrer dans la variabilité des afarensis. C'est un petit peu la même chose que pour Bar el-Ghazali. Ce qu'on a avec ce spécimen, c'est à nouveau une forme de la face où les os des pommettes sont tournés un petit peu vers l'avant. On a aussi des canines supérieures qui sont assez petites, et puis des molaires aussi qui, elles, sont assez réduites par rapport à ce qu'on s'attend à trouver normalement chez un Australopithèque. Alors toujours, vous voyez, ce sont des caractères que j'ai déjà évoqués pour le kénianthrope, mais là c'est une mosaïque de caractères qui est quand même un petit peu différent. On a toujours un émail dentaire qui est épais, et puis une mandibule qui quand même est petite, mais qui en même temps est extrêmement robuste. Vous voyez, ça évoque un peu ces corps mandibulaires très très épais, ce qu'on va trouver chez les Australopithèques robustes. Donc une constellation de caractères tout à fait bizarre, différente de ce qu'on a normalement chez un Australopithèque afarensis de la même époque. Alors, ce qui est très troublant, c'est que cette nouvelle espèce a été trouvée dans une région où on a des Australopithecus afarensis. Donc, il faut imaginer que s'il y a vraiment une spéciation, bon, l'Australopithèque du Tchad, on peut imaginer que c'est la séparation par la distance. Mais là, il faut imaginer qu'il y a une partition de niche, qu'il y a une adaptation, par exemple alimentaire, différente, qui fait qu'on a, voilà, comme on peut l'observer chez des grands singes actuels, des formes différentes qui cohabitent dans la même région. Et le mystère autour de cette espèce est d'autant plus épais qu'on a trouvé dans la même zone, au même âge géologique, un pied dont on ne sait pas trop quoi faire, qui pourrait être un pied de ce fameux Australopithecus deiremeda. Et ce pied, c'est un pied qui est tout à fait étonnant parce que vous voyez, il a un gros orteil qui est franchement divergent par rapport aux autres doigts. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment différent de ce que l'on observe chez Australopithecus afarensis. Vous vous souvenez, les empreintes de pied de Laetoli sont des empreintes de pied qui nous paraissent très humaines. Elles ont même paru trop humaines à certains. Et alors, l'analyse anatomique détaillée de ce pied montre quand même que même si on a ce gros orteil divergent, ça évoque un peu
le pied d'Ardipithecus, vous vous souvenez, avec ce gros orteil vraiment perpendiculaire aux autres doigts. Et en même temps, l'analyse donc de ce pied montre qu'il a une voûte plantaire, en particulier une voûte plantaire transversale, qui est encore mieux consolidée que celle qu'on a chez un afarensis. Et donc, voilà, c'est très étonnant parce que ça suggère non seulement qu'on a des formes d'australopithèques différentes dans la même région, mais là, on est en train de parler d'une forme de bipédie différente. Hein, et c'est quelque chose de tout à fait surprenant. Alors, pour compléter ce tableau, je vais vous citer une dernière espèce. Vous voyez que l'Afrique de l'Est est décidément très riche en hominines pliopléistocènes. Alors, c'est une espèce qui est beaucoup plus tardive que tout ce que je vous ai mentionné jusqu'à présent, puisque là, on fait un saut presque d'1 million d'années. Hein, on se retrouve autour de 2,5 millions d'années. Alors, 2,5 millions d'années, c'est l'âge auquel on voit apparaître les premiers représentants du genre Homo et aussi où vont se développer ces paranthropes, hein, dont on va évoquer l'anatomie prochainement, ces australopithèques robustes. Et on a donc en Éthiopie, dans la vallée de l'Awash, cet Australopithecus gari qui a été décrit en 1999. Alors, ce qui est tout à fait étonnant avec cet Australopithecus gari, c'est que, alors je vous le dis tout de suite, on a voulu en faire à un moment donné un ancêtre possible du genre Homo. C'est assez peu probable, surtout quand on regarde son système masticateur. Pourquoi ? Eh bien parce que on a vraiment une arcade dentaire et une denture qui est vraiment une denture d'Australopithèque. Alors ça, c'est une reconstitution par symétrie de l'arcade dentaire. Hein. On a créé l'image en miroir d'un côté de l'arcade pour reconstituer la partie qui était moins complète. Vous voyez le développement absolument énorme, non seulement des molaires, mais des prémolaires qui ressemblent à des molaires. Elles sont molarisées d'ailleurs, on utilise ce terme. Ça, c'est un caractère qu'on va trouver, on va en parler la semaine prochaine chez les australopithèques sud-africains, et qu'on va trouver de façon encore plus exprimée, encore plus marquée dans le genre Paranthropus. Et puis une réduction de la denture antérieure, vous voyez, ces incisives sont toutes petites comparées à celles d'Afarensis, qui sont en tout cas pour les incisives centrales, qui sont beaucoup plus importantes. Donc on a une denture qui est très australopithèque, qui évoque même, encore une fois, ces formes qu'on attribue au genre Paranthropus. Alors pourquoi je vous ai dit qu'on avait voulu en faire un ancêtre possible du genre Homo ? Parce que à côté de ces restes crâniens et dentaires, on a trouvé un squelette partiel. Alors on n'est pas à 100% sûr que les deux sont associés. Il est possible qu'on ait affaire à deux choses différentes. En tout cas, les auteurs qui ont proposé ce rapprochement entre Gary et le genre Homo, évidemment, associent ce squelette partiel et puis les restes que je viens de vous montrer, les restes de crâne. Et ce qui est particulier avec ce squelette post-crânien qui a été découvert donc à Boury, c'est que, voilà ici, l'humérus de Boury, vous pouvez comparer la taille avec ce que l'on observe chez un homme, chez un chimpanzé, donc un Homo erectus, un Australopithecus afarensis, et alors, donc, en gros, des bras qui ressemblent beaucoup à ceux d'un afarensis. Mais regardez le fémur. Le fémur est nettement plus long que ce que l'on observe chez un
normalement chez un australopithèque, et même chez un chimpanzé. Et vous voyez que si vous faites la comparaison humérus de Bourri, enfin de ce Australopithecus gari, avec un humérus de chimpanzé, et puis qu'ensuite vous regardez les fémurs de ces deux espèces, vous voyez qu'on a des proportions corporelles qui sont assez différentes de celles que je vous ai montrées tout à l'heure pour ces Australopithecus afarensis. On se rapproche de proportions corporelles qui évoquent ce que l'on trouve chez l'homme, c'est-à-dire un membre inférieur qui est beaucoup plus développé. Alors la question que ça pose, c'est d'abord, est-ce que ces restes post-crâniens sont vraiment associés aux restes crâniens? Je pense que la question reste ouverte. Alors il faut dire aussi que dans ces niveaux-là et dans cette zone-là, on a aussi trouvé des ossements qui montraient des traces d'activité dominine. Donc on a rapproché tout ça, mais évidemment, il est difficile de démontrer que c'est cet hominine-là qui a agi sur ces ossements-là. En fait, au-delà de tous ces débats sur le caractère plus ou moins humain de ces australopithèques tardifs, ça pose une question qu'on va avoir à examiner la prochaine fois et qu'on rediscutera, je pense, plus d'une fois, c'est la question de l'homoplasie, c'est-à-dire la question de l'apparition des mêmes caractères indépendamment par plusieurs lignées. Et dans le fond, un petit peu comme ce que j'ai évoqué la dernière fois à propos du développement de la bipédie ou de plusieurs formes de bipédie, eh bien, ces proportions corporelles de bipèdes qui ont des rapports entre la taille de leurs membres qui ressemblent de plus en plus à ce qu'on trouve chez un homme d'aujourd'hui, eh bien, on peut se demander si ça n'est pas apparu plusieurs fois indépendamment. Et en fait, je vous montrerai la semaine prochaine en Afrique du Sud que c'est probablement le cas. Alors pourquoi cette homoplasie? Eh bien, l'homoplasie, c'est généralement le résultat de l'exposition à des pressions de sélection similaires par des espèces différentes et donc qui répondent de façon identique à ces pressions de sélection. Et quelles peuvent être ces pressions de sélection? Eh bien, c'est essentiellement des changements du milieu. Et de fait, quand on regarde à la fois l'évolution anatomique, mais aussi les données qui nous viennent des isotopes stables du carbone, pour ceux qui ont suivi mes cours les années précédentes, vous vous souvenez certainement que un des isotopes du carbone, qui est le carbone 13, qui est un isotope stable, il n'est pas radioactif comme le carbone 14, mais il est beaucoup plus rare que le carbone normal, le carbone 12. Il est un peu plus lourd que le carbone 12. Eh bien, la proportion de carbone 13 dans différents composés, et en particulier dans les tissus dentaires ou osseux, varie en fonction de l'alimentation et en fonction du milieu. Et pourquoi cette variation? Eh bien parce que, en fonction du type d'environnement, plutôt forestier ou plutôt découvert et sec, eh bien on ne va pas avoir les mêmes plantes dans l'environnement. Et le métabolisme de ces plantes, dites plantes en C3 ou plantes en C4, va se traduire par des variations de cet isotope du carbone dans les restes de ces hominines fossiles. Et on voit très bien ici sur ce diagramme, je vous le montrerai plusieurs fois, qu'il y a des différences très importantes d'une espèce à l'autre de ces taux de carbone 13. Ce qui est représenté par des ronds roses ici, ce sont des espèces est-africaines. Des triangles noirs, ce sont des espèces sud-africaines, dont on parlera dans les cours suivants. Mais ce qu'on voit très très bien, c'est d'abord qu'il y a certaines espèces, et en particulier Australopithecus afarensis ou le genre Homo, qui montrent une très très grande variabilité de ces proportions de carbone 13. Et donc ça traduit probablement la fréquentation de milieux assez variés. Ce sont des
espèces qui trouvent leur nourriture dans des environnements qui sont assez, à la fois assez riches et assez divers. Mais aussi, ce que l'on voit, c'est que, d'une façon générale, au cours du temps, en Afrique de l'Est, on a un développement de ces environnements ouverts par rapport aux environnements de forêt-galerie, par exemple, dans lesquels on imagine que les premiers hominines, comme Ardipithecus ramidus, vivaient. Et puis, on a, au cours du temps, une dérive vers des sources alimentaires qui sont exploitables plutôt dans des environnements comme celui-là. Et on peut très bien imaginer que du point de vue d'autres adaptations, comme la locomotion, eh bien, il y a aussi des changements de ce point de vue-là. Alors, la semaine prochaine, on va se déplacer en Afrique du Sud, et puis on examinera d'abord ce que la documentation fossile nous fournit. Et vous verrez qu'en particulier du point de vue du milieu et du point de vue de l'alimentation, eh bien, on a des choses un petit peu différentes en Afrique du Sud. Une des difficultés de ces études, c'est qu'elles nous donnent la source des chaînes alimentaires, dans quel genre d'environnement elles se trouvent, mais elles ne nous donnent pas la nature de l'alimentation. Alors pour les australopithèques, on pense que cette alimentation elle est essentiellement végétale, mais en fait, a priori, sitôt qu'on mange un animal, ça peut être des termites ou ça peut être un zèbre, qui se nourrit dans un environnement comme ça, eh bien, on va avoir ce signal de savane sèche ou de savane ouverte qui va se traduire dans les compositions isotopiques. Donc on verra la semaine prochaine ce qui se passe en Afrique du Sud, avec des environnements qui évoluent de façon différente, et puis alors aussi le problème de pouvoir relier, du point de vue phylogénétique, du point de vue de l'évolution, ces formes est-africaines dont on a une très très bonne, d'abord documentation fossile pour Afarensis, et puis aussi une très très bonne chronologie, avec des formes sud-africaines qui viennent de sites qui sont très différents. Et donc, constamment, on se posera la question de savoir si on peut facilement mettre en relation ces espèces sud- et est-africaines. Je vous remercie. À la semaine prochaine.